On parle d'une enquête aujourd'hui. Dans La Petite Lanterne, on reçoit Caroline Trouillet. Bonjour Caroline Trouillet. Bonjour Morgane. Vous êtes journaliste et vous travaillez pour Splendid. Oui, tout à fait. Je suis dans la rédaction permanente de Splendid. Ce média qui est installé, on le sait pas assez, mais qui est installé à Guingamp. À Guingamp, c'est ça. Le siège de la rédaction est à Guingamp. Voilà. Alors Splendid commence à être un peu connu. C'est un média qui ne fait que de l'enquête et qui n'est financé que par les citoyens et des prix quand il a des prix. C'est ça ? Un peu moins de 75% de notre budget vient des dons de lecteurs et lectrices. 1800 à peu près donateurs réguliers, donc ça peut être mensuel ou ponctuel. Donc c'est l'essentiel de notre source de financement. Ouais. Et après, on a décidé de ne pas accepter de subventions de collectivités locales ou de fonds d'entreprise et surtout de ne pas être financé par la publicité. On peut accepter des fonds de fondations philanthropiques qui veulent défendre la liberté de la presse et l'indépendance des médias. Alors, les citoyens vous financent pour que vous produisiez des enquêtes. Oui. Ça veut dire qu'ils ont un droit de regard sur vos enquêtes. Ils vous commandent des enquêtes ou ça se passe différemment ? Non, ils ne nous commandent pas des enquêtes. Ils peuvent être en position de source. Ce qui arrive le plus souvent, on a beaucoup de nos sujets d'enquête qui nous arrivent aussi via des messages qu'on reçoit sur notre boîte mail sécurisée. Donc, des personnes, des donateurs ou pas, mais qui nous informent d'un sujet qui les préoccupe, de soupçons. Voilà, nous après on va enquêter pour en savoir un peu plus et ça peut donner l'objet d'une enquête. Moins souvent d'une enquête longue, parce que là c'est plus sous forme de gros dossiers, mais des enquêtes plus petites qu'on appelle des alertes sur des cas de pollution locale, par ces sources. Bon, Caroline Trouillet, on est ensemble pour parler d'une enquête que vous avez écrite avec 3 autres journalistes, 4 journalistes pour une enquête, mais c'était un sujet très lourd, c'est l'hôpital public en Bretagne, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc moi j'ai travaillé avec Isabelle Jarjaille pour tout ce qui était, pour la rédaction du dossier. Isabelle, qui est une journaliste indépendante qui est basée à Rennes, donc on s'est réparti un peu les territoires d'enquête moi j'étais plutôt sur les Côtes-d'Armor et le Morbihan, un peu le Finistère aussi, et elle plutôt sur l'Ille-et-Vilaine. Et on a travaillé aussi avec Raphaël Da Silva, qui est un journaliste qui fait des cartographies et de l'infographie, donc qui a réalisé les graphiques et les cartes qu'on voit dans cette enquête, puisqu'on aime bien à Splendid avoir des cartes qui sont objectives, les enjeux qui sont détaillés dans nos enquêtes. Et voilà, on était 4. C'est une enquête qui a... Elena Catalan. Elena Catalan qui a traduit l'enquête en breton. D'accord. Et il y a aussi un illustrateur ou une illustratrice. Achille Ménard, tout à fait, qui a réalisé les illustrations pour les 4 volets de cette enquête. Bon, justement, on en parle, il y a eu 4 volets à cette enquête. Vous avez l'habitude à Splendid d'échelonner la sortie de l'enquête sur plusieurs jours avec des volets qui sortent les uns après les autres. Que vous priorisez, comment ça se passe ? Ce qui s'est passé pour cette enquête, c'est qu'on arrivait à... On était au mois de juin. On avait un des volets qui était sur les urgences qui était prêt. Les autres volets ne l'étaient pas forcément. On avait quand même envie de publier avant la trêve estivale. Et en plus, c'est un sujet particulièrement d'actualité pendant l'été, les urgences, puisqu'il y avait cette actualité, cette nouveauté que les urgences en Bretagne, plus de la moitié étaient régulées pendant plusieurs mois, donc l'été, mais ça allait même au-delà, jusqu'en octobre. Donc on a publié ce premier volet avant les vacances pour faire écho à cette actualité et ça permettait aussi de donner un peu en avant-goût de ce qui pourrait être lu après les vacances. Le reste de l'enquête, donc les 3 autres volets ont été publiés en septembre. Donc avec un volet sur l'aspect plutôt financier, le mode de financement de l'hôpital public et ce qui en découle. Un aspect bâtiment ensuite. Ensuite, voilà, l'état des bâtiments, les questions d'investissement. Et le dernier volet sur ce grand sujet qui est la pénurie médicale. Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a pas assez de médecins ? Est-ce que c'est le problème principal ? On va commencer, Caroline Trouillet, si vous voulez bien, par ce premier volet, les urgences. Qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas été dit sur les urgences aujourd'hui ? Parce que c'est tellement un sujet récurrent, ces urgences qui fonctionnent soit en mode dégradé, soit dans lesquelles il y a des heures et voire des journées d'attente. Comment vous vous êtes emparé de ce sujet-là ? Alors, déjà, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que vous êtes allé chercher les infos à la source avec des hôpitaux qui ont accepté de vous donner leurs infos et d'autres qui n'ont pas du tout accepté.
Comment on travaille ? Alors, oui, en termes de méthode, on peut commencer par ça. On a eu une difficulté au cours de cette enquête qui était de pouvoir accéder à des documents administratifs dont on avait besoin, que sont les procès-verbaux, donc les comptes rendus des conseils de surveillance des hôpitaux. Les conseils de surveillance sont des instances où sont discutés différents sujets relatifs à l'hôpital, où peuvent être prises des décisions. Enfin, c'est pas une instance de prise de décision, mais plutôt d'échange. Et c'est toujours présidé par le maire de la commune. Donc, par exemple, pour le CHU de Rennes, ça va être Madame Appéré. À Brest, François Cuilland. Les instances qui représentent le personnel médical sont représentés aussi, les syndicats, les représentants du personnel médical, donc le pendant médical de la direction de l'hôpital. Bon, bref, il y a beaucoup d'informations importantes qui sont dites, des chiffres aussi qui circulent, etc. Donc, ça, normalement, c'est accessible, ça, aux citoyens ? C'est accessible, ça peut l'être sur demande, c'est-à-dire c'est pas des documents qui sont mis en ligne. Par contre, la démarche qu'on a fait, nous, journalistes, de saisir la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs, pour obtenir ces documents, n'importe qui peut faire cette démarche. Et la réponse de la CADA a été positive pour nous, donc on était en droit d'obtenir ces documents. Ceci dit, la CADA a aussi des problèmes... Donc des problèmes d'effectifs, je pense. Donc les délais de réponse ont été très longs. Dans cette temporalité, certaines directions de CHU ont refusé de nous transmettre ces documents. Et ça a même été, surtout Rennes. En fait, c'était Rennes, Brocéliande, Brest aussi. Donc on remarque que c'est quand même les grands CHU, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que là, on va pas forcément y passer trop de temps, parce que c'est un peu technique, mais la première démarche, c'est de demander évidemment aux directions des hôpitaux d'obtenir ces documents. Ce que certaines directions ont fait. Par exemple, Saint-Brieuc, on a eu les CPV tout de suite, et d'ailleurs, j'ai bien vu en étudiant les documents que c'était très précieux, comme document pour enquêter. Ensuite, si les directions ne répondent pas ou refusent, là, on demande à la CADA donne son avis positif, et ensuite, on est en droit de redemander aux directions des hôpitaux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ma collègue, parce que c'est Isabelle surtout qui s'est occupée de cette procédure-là, a été jusqu'au tribunal administratif pour demander ces documents. Et c'est là que certaines directions d'hôpitaux, notamment à Rennes, ont considéré que c'était une demande abusive et ont demandé des condamnations financières. De Splende. Oui. Donc du média Splende. D'Isabelle, en l'occurrence, que c'était porté par elle, mais de Splende, puisque Isabelle est journaliste salariée par Splende. D'accord, donc on est un petit peu puni d'enquêter trop bien. C'est ça, c'est une forme qui a quelque part un peu de procès-bâillon, d'obstruction des sources. Et c'est vrai qu'il y a des informations importantes qui n'arrivent pas dans le débat public après. On va pas lâcher l'affaire, et on peut obtenir ces documents, mais par contre, ça peut être très long. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Donc ce premier volet, les urgences, vous avez fait deux cas d'école, c'est-à-dire les bébés et les anciens, un petit peu pour parler de ces urgences ou pas ? Les bébés, les anciens, dans le sens... parce qu'à un moment, on voit un petit graphique où il y a le parcours d'un bébé qui a de la fièvre un soir. Bien sûr. Voilà. Oui, parce que pour parler des problèmes en amont et en aval de l'hôpital, et de ce pourquoi les urgences sont engorgées, c'est vrai qu'on peut un peu prendre l'exemple du bébé et de l'ancien ou de l'ancienne, parce que l'exemple typique, c'est quand on a un enfant en bas âge, il y a des montées de fièvre, ou des problèmes qui peuvent paraître bénins, mais qui prennent vite beaucoup de proportions, et où il faut aller consulter rapidement. Les généralistes sont fermés le soir et le week-end. Ou parfois même c'est difficile d'avoir un rendez-vous rapide en semaine. Donc on appelle les urgences, et finalement, faute de solution en amont par la médecine générale ou la médecine spécialiste, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, le dernier recours, c'est les urgences. Et donc les urgences se retrouvent engorgées parce qu'aussi il n'y a pas d'autre solution pour être soigné avant. Ensuite, les urgences sont engorgées aussi parce qu'il y a évidemment un vieillissement de la population, et qui aurait dû s'accompagner de davantage de lits pour pouvoir les accueillir. Alors il y a eu à peu près 700 lits qu'on a perdus en 10 ans dans les hôpitaux.
En parallèle, il y a plus de places qui ont été créées. Donc ces places, c'est quand on est opéré pendant la journée. Mais au vu du vieillissement de la population, il aurait dû y avoir 45 000 lits de créés pour répondre aux besoins de les soigner. Et les personnes âgées qui arrivent aux urgences souvent ont des polypathologies. Enfin, c'est assez complexe parce que c'est un peu comme un château de cartes. C'est un urgentiste qui me donnait cette métaphore. On arrive avec un petit problème et puis là, tout d'un coup, le médecin découvre que c'est un peu l'ensemble du corps qui va mal et que du fait de l'âge aussi, c'est des prises en charge qui sont lourdes. Donc en fait, ces personnes âgées vont rester assez longtemps à l'hôpital. Et c'est des places qui ne vont pas se libérer assez vite. Et c'est ce phénomène d'engorgement parce que il n'y a pas d'autre alternative non plus que l'hôpital pour les prendre en charge. Il y a des structures, il y a les EHPAD, il n'y a pas suffisamment de lits non plus au vu du vieillissement de la population. Et ces structures entre deux qui sont très importantes entre l'hôpital et la ville, comme les centres de soins de suite. Centres de soins de suite, voilà, centres de réadaptation. Il y a eu énormément de lits aussi qui ont disparu de ces structures. Il y a pas assez d'aide à domicile, d'infirmières, parce que depuis le Covid, il y a eu quand même beaucoup de démissions. En tout cas, c'est un secteur qui attire pas et ce sont des conditions de vie difficiles. Et ensuite, il y a aussi une pénurie. Il n'y a pas assez de médecins urgentistes, il n'y a pas assez de personnel dans le service d'urgence pour gérer tout cet afflux-là. En tout cas, il y a quand même quelque chose que moi j'ai appris. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en lisant cette enquête, mais spécifiquement sur les urgences, c'est qu'il existe des centres de soins non programmés qui sont privés. Oui. Oui, c'est un marché. Non, alors c'est un marché qui s'est ouvert en Côte d'Armor. En fait, il y en a pas dans les terres, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ces centres de soins privés non programmés, il y a plusieurs appellations. Souvent, c'est non programmé ou à horaire élargi parce qu'ils vont ouvrir pas toute la nuit, mais ils vont ouvrir jusqu'à 20h, 21h. Et puis, il y a des créneaux le week-end aussi. Ils ont ouvert avec cette promesse d'offrir des créneaux très rapides aux gens pour être soignés et même faire de la petite urgence. C'est pour ça que ces centres vont aussi démarcher des urgentistes qui sont au bord du burn-out, qui ont envie d'essayer autre chose et les conditions de travail sont vraiment alléchantes pour ces urgentistes-là, avec aussi tout un plateau avec les outils nécessaires pour opérer tout ça. Et donc il y a cette promesse voilà, de soigner rapidement, mais par contre, ils s'installent en général dans des endroits plutôt urbains ou qui ne sont clairement pas des déserts médicaux, où il y a déjà une offre de soins qui est assez dense. Donc il y en a quand même il y a Médalliance à Rennes, il y en a en banlieue de Rennes. Il y en a pas mal dans le Morbihan, enfin pas mal, il y a Lorient-Plomeur. Et dans les Côtes d'Armor, non, il n'y en a pas. Alors on a cette carte qui a été réalisée par Raphaël da Silva, où on peut voir le détail, mais en tout cas, c'est des centres qui vont s'adresser à des personnes qui peuvent dégainer assez vite voilà, dans leur journée de travail. On peut de prendre une heure pour aller faire ce rendez-vous rapidement, mais ce qui a été souligné par des médecins généralistes qu'on a interrogés, c'est que c'est déjà plus ce genre de centre se développe, plus des jeunes médecins qui sont formés vont aller travailler dans ces endroits-là, parce que c'est un peu le profil aussi. Ce sont des conditions de travail qui correspondent aux aspirations des nouvelles générations. C'est moins sacrificiel que l'hôpital public. Ça paye bien. Donc c'est autant de médecins dont on a besoin dans d'autres structures. Et qui sont aspirés par ces centres. Voilà. Et ensuite, c'est pas... il n'y a pas cet aspect de prévention où, en fait, pour éviter aussi qu'une personne aille aux urgences ou que ces problématiques s'empirent, il faut pouvoir faire un suivi, et puis un suivi notamment psychologique, et connaître bien le patient. Et toute cette philosophie de médecine générale au long cours, elle n'est pas présente dans ces centres où parfois on peut avoir des médecins très différents d'un jour à l'autre. C'est pas encore le cas trop en Bretagne, mais aussi parfois ces centres-là il y a il y a des actionnaires derrière, c'est du financement, il y a du but lucratif, donc c'est aussi des montages qui sont très très lucratifs et financiers. On est sur un modèle de marché du soin. Voilà. Ça veut dire, et ça c'est votre deuxième volet, c'est que aussi le privé capte
Ce qui est rentable. Donc déjà, ça vient du fait du système de financement des établissements de santé, que ce soit l'hôpital public ou les cliniques, puisqu'il faut être rentable. Donc c'est une logique qui est un peu sur mesure pour le secteur privé et pour les cliniques, qui l'est beaucoup moins pour l'hôpital, qui doit répondre à une obligation de soins, de permanence des soins, c'est-à-dire soigner n'importe qui à toute heure. Les cliniques aussi doivent répondre à cette exigence de permanence des soins, mais c'est beaucoup moins exigeant, et on l'a vu cet été d'ailleurs, parce que des cliniques ont fermé les week-ends, ont fermé pendant 1 ou 2 semaines pendant les congés, parce que elles pouvaient pas, il y avait pas assez du fait des congés, il y avait pas assez de personnel médical, elles ont préféré fermer plutôt que de perdre de l'argent, ce que l'hôpital ne peut pas faire. Et depuis les années 2000, le système de financement de l'hôpital a changé avec la mise en place de la tarification à l'activité. Donc avant, c'était à l'acte. Ouais. Donc il y avait à l'acte, oui. Il y avait une dotation globale avant donnée aux hôpitaux, un peu comme l'équivalent de comment sont financés les collèges aujourd'hui par l'État et ce service public. Et avec la tarification à l'acte, il y a une grille de tarifs qui est associée à chaque acte, chaque activité, chaque opération. Et l'hôpital n'est plus financé par rapport à ses besoins sur l'année, on va dire, mais par rapport au volume d'activités qu'il réalise. Et selon quelles activités sont développées ou pas, ça va être plus ou moins rentable. Et ce qui est le plus rentable, c'est la chirurgie et la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire des opérations qui sont faites assez rapidement, en une journée. Par exemple, pour une opération des varices, on va être opéré dans la journée, on va sortir assez rapidement. Ça suppose quand même qu'il puisse y avoir un suivi à domicile après, et qu'il puisse... parce que ce qui se passe aussi, c'est que les cliniques font beaucoup de chirurgie ambulatoire parce que c'est assez rémunérateur. Mais ça arrive parfois aussi que quand il y a des complications, c'est l'hôpital qui récupère la prise en charge aussi des complications de ce patient qui a été dans le privé. Et il y a beaucoup moins de responsabilités qui pèsent sur le secteur privé à assurer cette mission de service public qui est de soigner tout le monde à toute heure du jour et de la nuit. Et les personnes qu'on a interrogées l'ont remarqué, en fait, l'hôpital public prend en charge beaucoup plus de patients lourds qui ont des polypathologies, et donc qui nécessitent davantage de moyens pour assurer ce suivi, davantage de places, de lits aussi. Et là, je reviens à l'ambulatoire parce que c'est un gros enjeu. Il y a eu cette injonction très forte des pouvoirs publics à dire le secteur privé est très fort pour faire de l'ambulatoire, les hôpitaux sont à la traîne. Allez-y, parce que c'est ça qui est rentable. L'idée, c'était que si on fait plus d'ambulatoire, on peut supprimer des lits. Or, comme les patients qui vont à l'hôpital sont de plus en plus lourds, ce sont des personnes âgées qui nécessitent des prises en charge plus longues, finalement, le nombre de lits a diminué. Donc, ceux qui vont dans ces lits-là restent plus longtemps. Et donc, ça suppose un engorgement. Donc, il faudrait au contraire davantage de lits. Et aussi, l'ambulatoire, contrairement à ce qui était prôné, n'est pas rentable pour les hôpitaux. Ça leur coûte de l'argent. C'est pas rentable, puisque c'est la logique selon laquelle ils doivent être financés, parce que les tarifs en fait, de l'ambulatoire n'ont pas été assez revalorisés. Donc il y a cette injonction contradictoire à faire plus tout en ayant moins. Alors c'est une constante quand on étudie un peu l'hôpital, c'est les injonctions contradictoires. Soignez mieux, mais avec moins de moyens. Et faites comme le privé, mais sans les moyens du privé. Alors, avant de passer, Caroline Trouillet, aux autres volets, il y a aussi, on entend parfois des dépassements d'honoraires, tout ça. Ça, c'est réservé au public ou au privé, pardon, ou pas Alors, c'est une constante dans les cliniques. Les médecins sont souvent conventionnés en secteur 2, donc il y a ce dépassement d'honoraires, ce qui est pas le cas dans le public. Après... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le privé, les médecins ne sont pas salariés. Ce sont des médecins ou des chirurgiens. Je simplifie quand je dis médecin. Ça peut être anesthésiste, enfin différents corps médicaux sont à leur compte, restent sous statut libéral
mais qui travaillent pour la clinique, ils sont sous contrat avec la clinique. Donc, alors qu'à l'hôpital public, les médecins il peut y avoir des contractuels et des intérimaires, mais sinon on est praticien hospitalier du secteur public. Donc il n'y a pas de dépassement d'honoraires, à ma connaissance. Je pense j'espère ne pas me tromper. Hein. Mais dans le secteur privé, puisque le médecin est libre de pratiquer le tarif qu'il souhaite, comme les médecins libéraux qu'on va voir, les médecins de ville, il peut y avoir, ils peuvent décider de rester sur un conventionnement classique ou un secteur 2, ce qui veut dire dépassement d'honoraires. On a eu récemment plusieurs témoignages d'une personne. Alors une personne une femme qui devait accoucher et il y a eu une situation d'urgence. Elle avait prévu d'accoucher, c'était à Rennes, à l'hôpital, et finalement elle a dû être prise en charge à la clinique parce qu'il y avait pas de place à l'hôpital, et en fait elle s'est retrouvée au bout du compte avec une facture, parce que c'est pas les mêmes conditions. Enfin, on est facturé, même pour un accouchement, on est facturé dans une clinique auquel elle ne s'était pas du tout attendue. Et j'ai un autre exemple qui vient en tête d'un chirurgien à Guingamp qui me disait: j'ai un patient qui est venu me voir pour une opération, hernie discale, je crois, et son médecin généraliste l'avait envoyé vers la clinique. Mais lui n'avait pas les moyens de se payer les dépassements d'honoraires, donc il est venu me voir, mais il avait peur que son médecin le sache. Donc ce qu'on montre tout au long de l'enquête, c'est quand même que, mais c'est pas un scoop malheureusement, c'est qu'on a des médecines à plusieurs vitesses, c'est que le secteur privé a tous les avantages pour gagner du terrain, et qu'on va à un moment ne plus avoir le choix. En fait, ceux qui pourront, parce qu'il faut se soigner vite, ceux qui pourront payer la rapidité en allant se faire opérer en clinique pourront le faire, mais ceux qui n'ont pas les moyens vont retarder leur prise en charge. Et c'est ce qu'on remarque depuis le Covid, des gens qui viennent se soigner trop tard ou qui renoncent aux soins tout simplement. On est toujours en compagnie de Caroline Trouillet. On parle d'une enquête aujourd'hui que Caroline Trouillet a coécrite pour le média Splend sur l'hôpital. Une enquête qui a vraiment retenu notre attention en 4 volets. Caroline Trouillet, il y a le 3e volet de cette enquête, nous parle de l'état de vétusté des hôpitaux publics qui sont en train de trier leurs factures et de voir, déjà, non seulement ils n'arrivent pas à investir dans de nouveaux bâtiments, mais ils trient même les factures pour payer d'abord les médicaments, la nourriture, avant de penser à refaire des bâtiments, refaire des peintures, isoler leurs bâtiments, parce qu'il y a aussi des problèmes énergétiques énormes dans ces grands hôpitaux là. Ça, c'est un volet important quand même du problème de l'hôpital public aujourd'hui. Oui, c'est pas forcément un sujet dont on parle le plus. L'état de vétusté des bâtiments, la nécessité urgente parfois vraiment de réhabiliter, de rénover les bâtiments. Alors ma collègue Isabelle Jarjac, elle a donné un exemple vraiment frappant. C'est à Redon, des soignants qui lui racontent que quand il y a beaucoup de vent, ils sont obligés de mettre des draps aux fenêtres parce que sinon il y a des courants d'air. Au CHU de Rennes, il y a tout un pan d'un bâtiment qui normalement ne doit pas accueillir de public. Parce que les conditions ne sont pas requises, donc parce que les travaux n'ont toujours pas été faits. Pour pouvoir continuer à ouvrir ce bâtiment, l'hôpital doit payer une fortune, toute une équipe de surveillants qui sont là en fait pour pallier à ce problème. Ou alors des climatisations aussi, pas de climatisation dans des chambres où ils peuvent faire des vies de 40 degrés alors que n'importe quel petit magasin est climatisé aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Et qu'il y a des chambres avec des mourants où on n'arrive pas à faire baisser la température, quoi. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Vous parliez des factures, ouais, ça c'est merveilleux. La directrice me disait, nous on a des factures qui sont payées sur un délai de 170 jours. Donc les entreprises, beaucoup d'entreprises ne veulent plus travailler avec nous. Ça peut être des entreprises de paysagisme, juste pour entretenir l'environnement, ou alors des entreprises, des artisans dans le bâtiment. Et elle disait pour moi ça m'inquiète pour le secteur, pour le tissu local aussi. Alors
c'est vraiment un cercle vicieux parce que on en parlera peut-être plus tard, mais les hôpitaux publics, notamment ceux des terres, peinent à faire venir des médecins, à attirer des médecins. Et quand il y a des bâtiments dans cet état-là, c'est pas une raison supplémentaire pour les faire venir, en tout cas. Il y a même, on entend même parler de péril imminent dans certains hôpitaux. En fait, le déficit des hôpitaux, donc là, c'est le cas en Bretagne, mais ça marche pour... à l'échelle de la France, le déficit des hôpitaux n'a jamais été aussi grand en 20 ans. Donc, il est de 2,5% de leurs recettes en 2021. Et en Bretagne, on a 8 centres hospitaliers qui sont en attente de restructuration. Au total, c'est 1,1 milliard d'euros nécessaires pour les restructurer. Alors, ça veut dire qu'on repousse des travaux et des constructions et des rénovations de bâtiments, quoi. Oui, alors après le Covid, il y a eu un plan qui s'appelle le Ségur. Donc, il y a eu un volet social du Ségur avec des revalorisations de salaire pour les soignants. Qui ont posé des problèmes aussi parce que ça n'avait pas été calculé dans les budgets. Non, ça n'a pas été compensé. Ouais. Non, tout à fait. Alors, c'était vraiment bienvenu. Personne ne le remet en cause. Mais ça n'a pas été compensé. De la même façon que l'inflation et la hausse du coût de l'énergie n'a pas été compensée par l'État dans le budget des hôpitaux. Donc justement, j'en viens au sujet du financement. Un hôpital comme celui de Guingamp, par exemple, qui vient d'avoir un plan de financement validé, donc il va y avoir une restructuration, le plan est ficelé, la restructuration va coûter 100 millions d'euros à peu près. La moitié est financée par l'hôpital, la moitié par l'Agence régionale de la santé, l'ARS, et le département. Il y a quand même la moitié qui doit être financée par l'hôpital. C'est des proportions qui sont similaires pour d'autres situations de restructuration dans des hôpitaux bretons. Et cette moitié-là, comment elle peut être financée ? Alors, perte de l'emprunt, il y en a toujours un peu. Mais surtout, et au moment où le plan est dessiné, l'hôpital doit s'engager à faire plus d'activités pour dégager un bénéfice et pouvoir rembourser, amortir, c'est le terme que je peux amortir cet endettement pour financer les rénovations. Mais comment faire plus d'activités ? C'est un peu un mythe de Sisyphe pour l'hôpital. Souvent, je l'ai déjà dit, pour faire plus d'activités, l'injonction des pouvoirs publics, c'est faites plus d'ambulatoires. Parce qu'il peut y avoir du mouvement beaucoup plus rapide. C'est fait dans la journée, c'est rapide. Et ça rapporte. Alors, justement, pas tant que ça. Parce que c'est comme les revalorisations de salaire, comme l'inflation, l'ambulatoire n'a pas le tarif qui est associé aux actes d'ambulatoire n'a pas été revalorisé par l'État. Donc en fait, ça va coûter de l'argent aux hôpitaux. C'est pas rentable. C'est ce que les directeurs d'hôpitaux nous ont dit. Donc il y a il faudrait en faire énormément, comme les cliniques, pour que ce soit rentable. Mais l'hôpital doit continuer à faire de l'hospitalisation complète la nuit, et il en fait de plus en plus parce que les patients qui arrivent ont des problématiques de plus en plus graves. Et comme il y a moins de lits, ils restent plus longtemps dans les lits qui restent, et ça aussi, c'est des prises en charge qui sont coûteuses, enfin qui demandent du temps en tout cas. Donc, pour développer plus d'activités, c'est quasiment impossible. Et en plus, il y a un autre sujet qui est l'intérim, qui coûte très cher, et notamment, surtout aux hôpitaux périphériques, donc ceux qui sont plus éloignés des CHU. Là, cet été, François Bayrou a diffusé une note aux directions des hôpitaux. C'était dans le cadre du projet du budget 2026, en disant clairement il faut que vous soyez plus efficient, plus rentable, et veiller aux dépenses sur le poste de l'intérim. Mais c'est quasiment impossible pour des hôpitaux comme Pontivy, Lannion, Guingamp aussi, de fonctionner sans cette main-d'œuvre-là qui est l'intérim. Et qui est extrêmement onéreuse. Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi Arist qui est venue plafonner le salaire de ces médecins-là parce qu'il y avait des abus. On les appelait les mercenaires. Du soin, ouais. Ils arrivaient... par exemple, le directeur de Morlaix nous racontait
je sais pas, un anesthésiste, un chirurgien appelé depuis le sud de la France en disant vous me proposez combien pour 24 heures, 48 heures de garde ou plus. Saint-Brieuc, moi, me propose plus. Est-ce que vous alignez? Sinon, moi, je viens pas. C'était vraiment ce rapport-là. Et on est sur des prix de combien pour 24 heures 2000, 3000, voire plus. 3000 euros les 24 heures. Les 24 heures de garde. Et là, c'était dans le cas des abus. Après, donc, la rémunération était plafonnée. Là, je ne saurais plus vous dire exactement à combien. Mais tout récemment, là, juste en septembre, il y a un décret qui est venu remonter le niveau le plafond en fait de rémunération de ces intérimaires. Donc, les hôpitaux doivent ne peuvent pas les payer en dessous de ce plafond-là. Donc, en 2023. Pour vous dire, en 2023, suite à la loi RIS, c'était 1410 € brut la journée médicale, les 24 heures de journée médicale. Et là, suite à ce décret, donc depuis septembre 2025, on monte à 2680 €. Ah oui. Donc, comment, dans ces conditions, faire des économies sur le poste de l'intérim? Ou prévoir un budget. Caroline Trouillet, comme on n'a pas énormément de temps, je vais être obligée d'aller un petit peu vite. Oui. Votre dernier volet de cette enquête sur l'hôpital qui a été réalisé par Splend et qui est accessible en ligne dans son intégralité gratuitement sur Splend, c'est la règle. Le 4e volet, il porte sur les médecins, la pénurie de médecins. Il y a eu une espèce de contre-feu, moi j'ai l'impression que j'ai pu lire dans la presse, notamment du syndicat des médecins néonatologistes, la Société française de néonatologie, qui a contesté l'éloignement des maternités en lien avec une surmortalité infantile en France, en disant que le problème, c'était pas l'éloignement, que les 45 km que tout le monde brandit, et notamment les gens qui défendent l'hôpital, et la permanence des maternités, ça n'a rien à voir, et que en fait, c'est la distance sociale de ces grands centres qui crée les risques au niveau de la mortalité infantile. Moi, j'ai eu l'impression que c'était une petite réponse à votre enquête, et aussi au combat de plein de gens qui défendent des maternités de proximité. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont soulevé le fait qu'il y avait des problématiques d'ordre social, des pauvretés, de non-suivi de grossesse. Oui, voilà. Tout à fait. Mais on est aussi dans des bassins de pauvreté. Enfin, oui. faut pas l'oublier, quoi. C'est ça. Ouais. C'est juste. Alors, c'est vrai que c'est un débat qui a cours depuis la sortie de ce rapport. Qui a montré le fait que la mortalité infantile était en hausse en France, et vraiment qu'on était mal placé. Il y a une enquête aussi qui a été réalisée par 2 journalistes sur le sujet. Donc nous, on n'est pas allé sur ce terrain-là très précis des conséquences de la disparition des petites maternités, puisqu'il y en a 3 fois moins depuis 1975 quand même. Mais la problématique sociale, elle est très importante. On a remarqué dans cette enquête, là, ça marche pour les maternités ou d'autres sujets, qu'il y a des phénomènes de double peine. Et que là où les populations sont les plus précaires, où il y a des problématiques de santé, mais aussi de pauvreté, c'est aussi des zones où l'accès aux soins est le plus éloigné, le plus difficile. Après, les maternités, alors le problème, c'est que c'est l'activité à l'hôpital qui est la plus compliquée, parce qu'il faut réunir 5 corps professionnels différents pour qu'un accouchement sur le papier se passe bien. Il faut des gynéco-obstétriciens, des sages-femmes, des anesthésistes, parfois des chirurgiens viscéraux quand il y a des césariennes, et des pédiatres. Donc, je pense que j'ai tout dit. Alors, dans des grands CHU, c'est possible, hein, donc dans des plus petites maternités, c'est parfois très difficile d'avoir des équipes complètes. C'est ce qui s'est passé à Guingamp, même si Guingamp est un peu particulier, puisque c'est une maternité qui a été menacée de fermer depuis très longtemps, donc ça a forcément entraîné aussi une perte d'attractivité. Les chirurgiens en chef avaient du mal à convaincre au téléphone des gens de venir travailler, puisque dans la presse, on lisait régulièrement qu'elle allait fermer. Voire même des femmes de venir accoucher, puisque c'est pas très agréable de commencer avec un hôpital dont on se dit qu'il va fermer avant l'accouchement. C'est ça. Et pourtant, il y avait ce label Ami des bébés. C'était une maternité qui était vraiment appréciée, mais
Mais les conditions étaient plus du tout réunies. Et il y a eu même... le chirurgien en chef me racontait des situations qui ont été très, très angoissantes, je pense, et potentiellement dangereuses. Alors après, il y a cette solution qui est prônée pour régler cet enjeu de la pénurie médicale. C'est vrai, il n'y a pas assez de médecins, c'est sûr. Ils ne sont pas assez formés aussi. C'est de faire des postes partagés. Donc se partager la ressource médicale entre un hôpital qui est plus grand et un autre qui est plus petit, notamment quand c'est des coopérations, puisque en Bretagne, il y a une carte, il y a un hôpital de référence et ses hôpitaux satellites, si on veut. Donc Saint-Brieuc, Carhaix et Brest. Et Carhaix et Brest. Ouais. Alors eux, ils sont carrément fusionnés, donc c'est la même entité. Mais Brest est lié avec Morlaix. Alors Saint-Brieuc, c'est l'hôpital de la maison mère, on va dire, et ses enfants, c'est Guingamp et Lannion. Et donc oui, je parlais des postes partagés. Par exemple, la maternité de Guingamp n'a jamais eu de pédiatre. C'est toujours les pédiatres de Saint-Brieuc qui venaient y travailler. Mais sur le papier, cette idée de partager les postes, on peut se dire c'est intéressant, sauf que il y a juste pas assez de ressources nulle part, que la pression, elle est trop forte aussi sur les hôpitaux qui doivent... Par exemple, quand on demande à Lorient d'envoyer ses urgentistes à Pontivy, les équipes de Lorient peuvent le vivre assez mal parce qu'elles-mêmes sont pas forcément en bonne santé. Et on va avoir 2 services qui vivolent plutôt qu'un service qui fonctionne bien. Il y a une chose assez simple, je reviens sur l'intérim, qui aurait été aussi de valoriser le travail des praticiens hospitaliers, puisqu'ils sont de plus en plus à quitter le service public pour aller dans le privé. C'est vraiment un phénomène d'ampleur qu'on a remarqué. Quasi tous les médecins qu'on a interrogés ont été démarchés, approchés par le privé, ont parfois pensé à y aller. En tout cas, il y a vraiment cette fuite importante. Parce que les conditions de travail sont tellement difficiles, et en parallèle, il n'y a pas eu de... On a dit il faut freiner l'intérim, mais en parallèle, il y a eu aucune mesure financière ou de revalorisation autre pour que les médecins restent. Donc en fait, les hôpitaux ne faisaient pas le poids après pour trouver des arguments à les faire rester. Et en plus, une responsable de Pontivy me disait qu'elle s'est creusé la tête pour établir un plan d'attractivité. Donc ça a trouvé des solutions dans les textes de loi pour que quand même des médecins puissent avoir une vie, ne pas faire des heures supplémentaires à non plus finir. Et elle a trouvé des solutions, elle a ficelé un plan, elle l'a présenté aux élus, à l'ARS, elle l'a présenté à ses médecins, et elle a même eu des touches pour recruter des médecins avec ce plan-là, et c'est resté lettre morte, quoi. L'ARS ne lui a pas donné de retour, et en plus, de façon informelle, elle disait que en fait, l'ancienne direction de l'ARS lui avait dit vous allez quand même pas siphonner tous les médecins du littoral. Donc il y a aussi vraiment cette dichotomie terre-littoral aussi, où il y a des solutions urgentes à trouver alors c'est vraiment le mot qui est l'attractivité, mais pour avoir une offre de soins qui soit équitable et équilibrée sur tout le territoire, et qui n'est pas juste l'offre qui soit concentrée dans les villes, dans les bassins les plus favorisés. Et en bord de mer. Oui. Bon. Caroline Trouillet, on va être obligé de clore cet entretien. Merci beaucoup d'être venue parler de cette enquête de Splende, donc qu'on retrouve sur le site splende.org, et qui s'appelle L'hôpital public, une destruction programmée, un marché pour le privé. Kenavo. Tieno.